Le petit déjeuner politique. Bienvenue, 7h42, c'est le petit déjeuner politique de François-Xavier Bellamy, député européen, Les Républicains. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. 800 000 personnes dans la rue hier, estimation en tout cas du ministère, 1,5 million selon les syndicats. Vous êtes derrière le gouvernement ou vous êtes derrière les manifestants et grévistes ? Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas derrière le gouvernement. Ce serait très difficile de l'être parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il propose. Oui. Et le gouvernement a réussi cette prouesse incroyable de crisper la France à un point extraordinaire sans pour autant avoir mis sur la table un vrai projet pour cette réforme des retraites. On n'y comprend rien. Ce matin encore, les colonnes des journaux sont remplies de projections toutes différentes qui nous expliquent quels sont les scénarios possibles pour cette réforme. Maintenant, il est temps que le gouvernement mette enfin son projet sur la table pour qu'on puisse en discuter sérieusement. Oui, mais alors vous êtes où ? Parce que le ministre Julien de Normandie, qui était hier à ce même micro, a dénoncé votre attitude, l'attitude du nini et le manque de courage de LR qui n'oserait pas soutenir une réforme dont vous aviez rêvé. Mais on n'a pas du tout rêvé de cette réforme telle qu'elle se dessine. En tous les cas, ça n'est pas mon cas. Pour moi, ce qui compte, c'est de faire en sorte de garantir l'équilibre du système de retraite dans la durée. Mais je ne crois pas à cette réforme technocratique telle qu'elle nous est présentée. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette réforme, François-Xavier Bellamy ? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette réforme ? C'est que derrière le rêve de construire un système universel à point où chaque point serait produit par la même valeur de rémunération, en réalité, on va produire des inégalités considérables, des injustices considérables, on va créer une immense tension et en même temps, on va réussir à faire une réforme qui coûte de l'argent aux finances publiques. Je crois qu'il faudrait faire la réforme exactement inverse. Il faudrait commencer par faire une réforme courageuse, c'est-à-dire regarder les gens dans les yeux et leur dire qu'effectivement, étant donné la situation de l'espérance de vie et les progrès magnifiques qu'on a fait, il faut qu'on puisse se donner les moyens de travailler sans doute collectivement un peu plus longtemps pour garantir... C'est ce qu'a dit un peu le gouvernement quand même à plusieurs reprises. Le point de départ d'Emmanuel Macron, rappelez-vous, c'était de dire qu'il fallait faire une réforme qui ne fasse pas d'économie, qu'il fallait faire une réforme à coût constant. En réalité, cette réforme va coûter de l'argent, donc c'est pas du tout le même postulat de départ. Et ensuite, on a rajouté l'idée qu'il fallait faire des économies, mais sans le dire aux Français. On a parlé d'âge pivot, on a parlé de réforme paramétrique, en même temps que cette réforme systémique. Les gens n'y comprennent plus rien. Je pense qu'il faut être clair avec eux. On parle ici des retraites, c'est-à-dire de toute une vie de travail, et on parle aussi de l'avenir de nos aînés dans un moment où la question de la dépendance crée beaucoup d'inquiétudes. Moi, je suis enseignant. Je sais très bien ce que vivent les enseignants aujourd'hui. Les enseignants ont choisi une voie qui est difficile, qui n'est pas très rémunératrice. Aujourd'hui, quand vous faites ce métier, c'est pas pour faire fortune. Et aujourd'hui, on est en train de leur dire qu'ils pourraient perdre plusieurs centaines d'euros de retraite. Et ça n'est pas les annonces récentes de Gérald Darmanin, qui sont là aussi une manière, honnêtement, de ne pas prendre les gens au sérieux, qui vont pouvoir rassurer. Alors, ce qui est possible et ce qui pourrait être sur la table pour les enseignants, c'est finalement d'augmenter leur salaire, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de prime qui pourrait être intégrée, contrairement à d'autres professions, et qui pourrait faire augmenter la pension. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faudrait évidemment, indépendamment de cette réforme des retraites, augmenter la rémunération des enseignants, qui est aujourd'hui, le gouvernement l'a reconnu récemment, inférieure à la moyenne de l'OCDE. Il faut évidemment faire en sorte qu'aujourd'hui, ceux qui, dans notre pays, assument la mission de transmettre la culture soient correctement rémunérés pour le travail qu'ils font. Mais enfin, ne croyons pas une seule seconde que l'augmentation des enseignants va compenser la perte qui se dessine aujourd'hui pour le montant de leur retraite. Encore une fois, on aimerait en savoir plus sur le projet du gouvernement, qui n'est pas clair aujourd'hui. Mais si on se fie à ce qui est aujourd'hui annoncé, ce sont encore une fois plusieurs centaines d'euros de perdus. Je m'arrête juste sur ce point. Gérald Darmanin a annoncé hier, chez vos confrères, que le gouvernement allait augmenter la rémunération des enseignants et mettre pour cela 400 ou 500 millions d'euros sur la table chaque année. On sait qu'il y a en France presque 1 million de fonctionnaires de l'éducation nationale. Ça fait donc, si je calcule rapidement et à l'avantage du gouvernement, peut-être 500 euros par an, c'est-à-dire moins de 50 euros brut par mois. Est-ce qu'on croit que c'est comme ça qu'on va compenser potentiellement des centaines d'euros de perdus par mois sur la réforme des retraites? C'est évidemment aberrant et ça n'est pas prendre les gens au sérieux que d'agiter ainsi. Oui, mais alors, vous dites qu'il faut regarder les yeux dans les yeux et dire les choses aux Français. Il faut le dire aussi aux enseignants, qu'il doit y avoir un effort du côté des enseignants. Mais nous, ce que nous disons, c'est que c'est très simple. Il faut réussir. Nous sommes l'un des pays d'Europe où on vit le plus longtemps à la retraite. Donc, il est nécessaire de faire en sorte que nous puissions garantir l'équilibre de notre système de retraite. Et pour cela, c'est vrai que nous puissions, c'est l'option que nous avons toujours défendue, et de ce point de vue-là, notre vision est très claire, que nous puissions travailler un peu plus longtemps. Nous ne voulons pas baisser le niveau des pensions parce que nous croyons à la solidarité que nous devons envers nos aînés. Nous ne voulons pas augmenter le niveau des cotisations parce que nous savons
que les Français vivent pour beaucoup d'entre eux avec un pouvoir d'achat qui est déjà fragile. Donc la seule solution, c'est de faire en sorte que collectivement, on puisse travailler un peu plus longtemps. Et ça suppose aussi de pouvoir préserver un régime qui intègre la diversité des parcours. Moi, je ne crois pas à cette espèce de mythe d'un système universel qui fonctionnerait pour tous exactement de la même manière, parce que ça n'a aucun sens. Il y a évidemment des régimes particuliers. Évidemment, il faut déconstruire les régimes spéciaux qui correspondent à des privilèges acquis sur la négociation ou la pression du risque de blocage permanent. Mais il y a des régimes qui, particuliers, doivent continuer de s'appliquer. On peut penser aux militaires, on peut penser Alors, aux François-Xavier Bellamy, d'une réforme ambitieuse qu'avait le gouvernement, est-ce que vous pensez que là, maintenant, il est sous la pression un petit peu de la rue, il risque de reculer et de reculer trop, selon vous ? Moi, je crois qu'il faut surtout réussir à avancer de nouveau dans la bonne direction. Et évidemment, le grand danger, ce serait que maintenant, mis sous pression par cette incapacité à expliquer clairement sa réforme, le gouvernement se mette à signer des chèques un peu dans tous les sens. Vous reconnaissez qu'il y a eu une forte mobilisation hier. Mais bien sûr, mais d'ailleurs, encore une fois, moi, je ne partage pas l'idée de faire grève et de bloquer la France avant qu'on connaisse le contenu d'une réforme. Ça me paraît sans doute prématuré, à tout le moins. Et c'est aussi certainement le symptôme d'un pays qui a du mal à se parler de ces questions, qui a du mal à en débattre. Mais le gouvernement n'a pas créé les conditions d'un débat, puisqu'encore une fois, rien n'est clairement aujourd'hui sur la table. Et je comprends, moi, l'inquiétude de tous les Français qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés et qu'est-ce qu'il adviendra de ce produit de leur travail. Donc le gouvernement doit revoir sa copie, c'est ce que vous dites là. Le gouvernement doit présenter sa copie très vite, une copie qui soit enfin claire et qui ne biaise pas pour qu'on puisse avoir un vrai débat. Oui, alors parmi les pistes, on a vu qu'il y avait des concessions. Par exemple, reporter l'application de la réforme après la génération 73, ça c'est une bonne solution ou pas ? Ou c'est reporter sur les générations futures aussi Mais ça, le poids de la réforme ? C'est la pire des solutions. Ah, c'est la pire des solutions ? Soit on fait une bonne réforme, et dans ce cas-là, il faut qu'elle s'applique maintenant. Soit on fait une mauvaise réforme, et il est absolument scandaleux de la faire porter aux générations qui viennent. Moi, je suis né en 1985, et donc je m'inquiète de voir une génération qui, incapable de faire correctement des réformes politiques, est prête à en faire porter le poids seulement aux plus jeunes pour essayer de diminuer son impact sur la société aujourd'hui. La seule question qui compte, c'est de faire une réforme juste, une réforme utile, une réforme qui nous permette de préserver notre système de retraite et qui redonne confiance aux Français. On a besoin de cette confiance. Et ça n'est pas en reportant sur les jeunes générations le poids d'une mauvaise réforme qu'on va réussir à reconstituer cette confiance. Oui, mais c'est probablement l'une des pistes et la direction prise par le gouvernement, quoi. Et concernant les régimes particuliers, que faut-il faire, selon vous, François-Xavier Bellamy ? Mais il faut évidemment corriger les inégalités qui existent aujourd'hui à cause des corporatismes qui ont bloqué notre pays pendant trop longtemps. Pendant très longtemps, on le sait, malheureusement, certains régimes spéciaux n'ont perduré que parce qu'ils étaient sauvés par la menace permanente du blocage. On ne peut pas se satisfaire d'une situation comme celle-là. Elle est révoltante, elle est injuste. Et donc il faut corriger ces injustices. Mais encore une fois, je le redis, il y a aussi des régimes spécifiques qui s'appliquent à des populations, à des actifs qui ont eu des parcours très particuliers. Je prends l'exemple des militaires, par exemple, et il serait complètement absurde, et je pense que tous les Français le savent, de croire qu'on va pouvoir aller vers un régime absolument universel qui fasse complètement l'impasse sur la diversité de ces parcours. Ce serait une autre forme d'injustice. Bon, la grève risque de se poursuivre. Toujours pas de véritable service minimum. Ça, vous le déplorez ou pas ? Bien sûr, il faudrait réussir, et je soutiens d'ailleurs la proposition qui a été faite par Bruno Retailleau, il faudrait réussir à mettre en place un authentique service minimum. On ne peut pas le faire dans l'urgence, hein. Non, mais il faut en débattre maintenant, puisque c'est le moment d'y réfléchir. Et Bruno Retailleau a mis sur la table une proposition de loi qui va être discutée au Sénat. Je crois que c'est utile, c'est une contribution nécessaire à ce débat que nous devons avoir, parce que les Français ne doivent pas pouvoir être pris en otage par une grève comme celle qu'on a. Oui, François Bayrou est convoqué, autre sujet, François Bayrou est convoqué par la justice aujourd'hui. Ça vient après Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, également mise en examen pour détournement de fonds publics. Vous aviez prévenu Emmanuel Macron à l'époque, on s'en souvient, quand il y avait cette nomination en tant que commissaire européen de Sylvie Goulard. Hein. D'abord, je voudrais redire la nécessité de garantir la présomption d'innocence. C'est très important. Une mise en examen n'est pas une condamnation. Je voudrais simplement dire sur la situation que vous évoquiez, celle de la candidature de Sylvie Goulard à la Commission européenne, que je crois que nous avons fait correctement notre travail. À l'époque, on nous avait accusés
de travailler contre la France, de ne pas être patriote, parce que nous, les députés, les Républicains, nous avions osé au Parlement européen poser la question à Sylvie Goulard de sa légitimité en cas de mise en examen. Je ne peux que constater que si elle avait été investie, aujourd'hui, nous serions en train de vivre un très mauvais moment pour la France dans les institutions européennes, parce que ce serait le signal d'une forme de fragilité. Et je crois que nous avons fait le travail utile que nous avions à faire pour garantir aux Français qu'ils pouvaient avoir confiance dans la Commission européenne. Bon, et vous avez confiance aussi dans la justice ? Et bien sûr, je crois qu'il faut laisser la justice faire son travail. Et c'est très important aussi d'éviter de rentrer dans des condamnations hâtives. En posant ces questions à Sylvie Goulard, je l'avais d'ailleurs redit, je n'étais pas en train de juger une personne, je n'en ai ni les qualités ni les compétences, simplement de poser la question de la potentielle fragilité qu'introduirait une mise en examen et les rebondissements d'un processus judiciaire c'est un coup dans dur son action de commissaire. À la morale et la droiture en politique qui avait été mise en évidence par Emmanuel Macron et François Bayrou aussi à l'époque. Le coup dur, c'est plutôt dans la réaction de François Bayrou que j'ai trouvé, je me permets de le dire, assez incroyable. Quand François Bayrou dit aujourd'hui, dans la vie politique française, presque tout le monde est mis en examen, c'est une manière quand même de rompre avec ce qui avait fait le message fort qu'il portait depuis des années sur la nécessité, effectivement, de reconstruire la confiance envers la vie politique. Non, dans la vie politique, tout le monde n'est pas mis en examen. Il y a des centaines de milliers d'élus qui tous les jours travaillent et qui sont au-dessus de tout soupçon. Encore une fois, je ne dis pas que François Bayrou soit coupable, je n'en ai évidemment pas la légitimité. Et je crois vraiment, c'est très important qu'il faut aussi qu'on arrive à collectivement mieux respecter la présomption d'innocence. La justice fait son travail, une mise en examen ne vaut pas une condamnation, mais il est très clair qu'on ne peut pas non plus dire que tout le monde est mis en examen un jour ou l'autre dans sa vie, ce serait une aberration. Oui, François-Xavier Bellamy, chez LR, tous vos assistants au Parlement européen ne sont dédiés qu'à les véritables missions pour l'Europe ? Bah évidemment, d'ailleurs, je crois, il faut le dire aussi très simplement, je crois que notre génération politique vit aussi l'engagement politique avec un autre regard et aussi avec bien d'autres contraintes. Parce que les errements de ceux qui nous ont précédés parfois ont fait qu'aujourd'hui nous sommes surveillés, contrôlés de manière très méticuleuse et par conséquent les écarts d'hier sont aujourd'hui très largement impossibles. François-Xavier Bellamy, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. À Versailles, François de Mazières, le maire sortant, a besoin du soutien de En Marche pour gagner. Mais visiblement, votre présence sur les listes n'est pas la bienvenue pour le parti de la majorité. Est-ce que vous êtes prêt à vous effacer pour le laisser gagner ? Non, alors d'abord, il n'a pas besoin du soutien de En Marche. Moi, je suis absolument convaincu que François de Mazières sera réélu parce que c'est un bon maire. Il a un excellent bilan. Sauf que s'il y a une liste de La République En Marche en face, ce sera peut-être plus compliqué. Mais quoi qu'il arrive, il y aura peut-être une liste de La République En Marche face à lui. De ce que je lis dans les journaux, il semble qu'elle soit en train de se préparer. François de Mazières n'a pas demandé l'investiture d'En Marche et il l'a fait savoir. Donc ça n'est pas une question d'alliance avec En Marche. Ce qui est certain, c'est que les élections municipales doivent être consacrées à des enjeux locaux. Et l'équipe que nous avons partagée à Versailles pendant 12 ans maintenant, c'était une équipe qui était essentiellement focalisée sur ce travail local. Nous sommes une équipe qui vient d'horizons différents de la droite et du centre et qui s'engage pour la ville. Donc quoi qu'il arrive, vous allez rester ? Non, je pense que François de Mazières a dit que sur sa liste, pour préserver cette dimension locale, il souhaitait qu'il n'y ait pas de parlementaires et donc ni Martin Lévrier, qui était sénateur, ni moi-même, a priori, ne seront sur cette liste. C'est confirmé, ça. Oui, c'est le scénario qui se dessine, mais encore une fois, c'est vraiment parce que il faut que la campagne municipale puisse être consacrée aux enjeux locaux. Moi, j'aurais servi cette ville avec bonheur pendant 12 ans, j'y reste très attaché, j'y habite toujours, je continuerai de m'y impliquer à ma manière, mais il faut que je trouve le meilleur moyen d'être utile, et si ma présence sur cette liste devait constituer une difficulté dans le lien entre l'activité locale, l'action locale et l'engagement national, bien il est tout à fait normal que le maire puisse choisir ce qui sera le plus utile à l'avenir de la ville. Compliqué en ce moment, la constitution des listes et les soutiens, quoi. Patrick Balkany, par exemple, il faut le soutenir ou pas ? Oh là, il y a pas beaucoup de liens entre non, mais sauf que c'est les Républicains. C'est les Républicains aussi. Faut le soutenir ou pas, Balkany ? Alors moi, il me semble que là, on est dans un scénario un peu ubuesque quand même, que là encore, la justice fasse son travail. Je n'ai pas de jugement à porter, mais je crois qu'encore une fois, on a besoin, je le disais tout à l'heure, et c'est absolument primordial, de retrouver confiance dans la vie politique. Et pour ça, il faut
pouvoir s'engager avec une forme de transparence qu'on doit à nos électeurs. Merci François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains. On posera la question, tiens, sur les municipales aussi tout à l'heure et la constitution des listes à Stanislas Guérini, le patron des marcheurs, qui sera à ce micro dans 10 minutes maintenant. 10 minutes, ouais. Restez avec nous en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. à vous. 7h57. C'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h en direct. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.